Bienvenue, on se retrouve une fois de plus dans le cadre de votre émission Décrypte Éco. Mesdames et messieurs, deux sujets à l'ordre du jour. On va décrypter autour du discours du chef de l'État. Comme vous le savez, le président Tshisekedi a tenu un discours au Global Gateway Forum à Bruxelles. On va également parler de l'appréciation du franc congolais. Depuis un certain temps, le franc congolais s'apprécie, mesdames et messieurs. On va en tout cas épingler plusieurs points, mais on va beaucoup plus se focaliser sur le point de l'approvisionnement en carburant dans des pompes, dans des stations de service. Mesdames et messieurs, bienvenue pour ces deux sujets. J'ai donc deux invités sur ces plateaux. Il s'agit de Osé Kabamba et de Maître Kabasoubabo. Voilà, j'ai bien retenu le nom de Maître Kabasoubabo. Osé Kabamba, merci d'être toujours dispo pour cette émission. Merci beaucoup. Merci en tout cas Betty Tanfumo de m'accueillir encore une fois de plus sur ces plateaux de Décrypte Éco pour parler évidemment de ces sujets d'intérêt commun, de ces sujets d'actualité brillante. Et ben, on va justement essayer d'être objectif afin d'instruire et de donner cet éclairage-là à nos téléspectateurs. Face à lui, Maître Thierry Kabasoubabo. Maître Thierry, merci encore une fois de plus. Ça fait longtemps que vous êtes passé à cette émission. Merci Madame Betty. Je suis toujours très heureux lorsque je reçois votre invitation. Merci de partager encore les plateaux avec vous et pour une première fois avec M. Osé qui est en face de moi. Nous espérons que... J'attendais M. Tony, mais il est indisponible. Voilà. Nous espérons que nous passerons un très bon moment et ceux qui vont nous suivre seront informés ou formés. Voilà, ils seront en tout cas informés ou formés comme ils le veulent. Osé Kabamba, je commence donc avec vous. Que faut-il retenir du discours du chef de l'État, Félix Tshisekedi, au Global Gateway Forum à Bruxelles? En tout cas, autant que nos téléspectateurs, nous avons tous suivi l'allocution du chef de l'État en marge de ces forums essentiellement économiques. Eh bien, ce n'est pas évidemment un forum politique, hein. C'est un forum où le pays africain, les dirigeants de pays africains étaient présents pour parler essentiellement de l'économie, pour s'adresser aux investisseurs étrangers notamment, pour venir investir dans différents secteurs dans leur pays. Et ben, profitant de cette tribune, le chef de l'État a donc pris la balle au banc, comme on l'a dit dans les jargons footballistiques, pour lancer un message de paix, un message qui a été décrypté de mille et une façons par tant des Congolais que des étrangers. On a vu des critiques fusées de partout. Certains ont traité le président congolais d'avoir deux langages, un langage ambigu. Tantôt il dit qu'il va attaquer, tantôt il dit qu'il tend la main. Mais moi, je peux dire que si on regarde ces discours de 18 minutes et la portion dont les gens parlent, la portion qui fait débat, la partie qui fait débat, ça ne représente même pas 5 minutes de son allocution. Mais pourquoi est-ce que ça fait débat? C'est justement parce que le chef de l'État s'est adressé à son homologue rwandais, Paul Kagame, en lui invitant de faire ce que lui il appelle la paix de braves. Mais Madame Betty, il faut quand même dire que nous sommes dans un processus de paix. À Washington, nous sommes en pourparlers. Il y a également le Rwanda qui est là. Nous sommes en pourparlers à Doha. Évidemment, il y a des représentants de l'AFC M23, mais tous ces accords de paix incluent également le Rwanda, qui est un acteur majeur dans cette crise sécuritaire qui sévit à l'est du pays. Pourquoi est-ce que ça dérange? Moi, personnellement, ça m'étonne. Et je me demande pourquoi est-ce que ça dérangerait de voir un chef de l'État s'adresser à son homologue, bien évidemment, bien que nous sommes en conflit, pour lui dire qu'on doit faire la paix. Il y a eu plusieurs rencontres. Parce qu'il y a eu plusieurs... Rappelez-vous, à Doha, le Rwandais ne s'est jamais présenté. Oui, il y a eu plusieurs rencontres. Avant Doha, il y avait la rencontre à Luanda, où Kagame avait refusé. Il a même dit que lui et Félix ils ne vont se croiser qu'au ciel. Mais rappelez-vous, à Doha, ils sont allés là-bas par le biais de l'émir du Qatar.
il était en face de Félix Tshisekedi. Et là, nous sommes dans un contexte totalement différent. Nous sommes en processus de paix et rien ne dit que le fait que le président se prononce dans le sens d'appeler son homologue à discuter pour mettre la paix, ce n'est pas une position de faiblesse, madame. Comme estiment d'autres Congolais, hein, ce n'est pas une position de faiblesse. En position de faiblesse. Le dialogue, Israël est en position de force, mais pourtant, aujourd'hui, quand nous sommes ici sur ces plateaux, Israël est en train de retirer ses troupes, non pas parce que le Hamas a frappé encore Israël, non, parce qu'il y a un processus de paix qui est chapeauté par les USA. La guerre entraîne beaucoup de conséquences, même économiques. Ce n'est pas parce que le Rwanda, semble-t-il, via le groupe rebelle AFC M23, contrôle Goma, Bukavu et d'autres territoires. Il faut dire également que sans la paix, c'est difficile de maintenir une économie stable. La guerre gangrène l'économie, tant du pays qui, entre guillemets, se trouve en posture de force, que c'est lui qui se trouve en posture de faiblesse. Et ces messages, si vous les décryptez différemment, c'est aussi une façon pour Félix Tshisekedi de dire aux yeux du monde que, voilà, moi je suis là, je suis prêt pour faire la paix. D'ailleurs, voilà, je lui tends la main. Je prends en témoin ces forums. Un forum qui a réuni essentiellement les membres de l'UE. Et je tends la main à celui que tout le monde considère en RDC comme étant l'ennemi du peuple congolais. C'est une façon également pour lui de montrer à tout le monde qu'il est prêt à aller dans une discussion tête-à-tête avec son homologue pour aller vers une paix durable et cesser une bonne fois pour toutes cette guerre qui gangrène notre partie est du pays. Voilà, Maître Thierry Kabasubabo, après avoir suivi le discours du chef de l'État, qu'avez-vous retenu de ces discours? Madame Betty, je vais commencer le début. Le début ici, il s'agit de quoi? Le président public, M. Félix Tshisekedi, s'est retrouvé en Europe dans un forum économique pour parler de l'entrepreneuriat que l'Union européenne organise pour renforcer la coopération avec des pays en développement et particulièrement des pays africains en développement dans le secteur de projets d'infrastructure, d'énergie et de transition verte. Madame Betty, nous devons nous mettre d'accord ici et que pour parler de projets d'infrastructure, ce n'est pas des projets d'État en interne, ce sont des projets entre États. Alors, on ne peut pas parler des partenariats économiques sans pour autant parler de la paix. Ça, c'est important. Ça, c'est clair. On ne peut pas parler de l'économie, on ne peut pas parler de l'investissement, on ne peut pas parler de toutes ces choses s'il n'y a pas la paix. Et ici, il y a des pays qui ont été présents, représentés par leurs chefs d'État, en l'occurrence le président Félix ainsi que le président Paul, et qu'on ne peut pas parler d'un projet de l'Union européenne avec ces deux pays, sachant bien que ces deux pays sont en guerre. Même si ce n'est pas une guerre déclarée entre États, mais c'est une guerre que la République démocratique du Congo est en train de vivre, mais soutenue dans les rebelles qui font la guerre à la RDC, sont soutenus par le Rwanda. Il y des rapports des Nations Unies, même les rapports de l'Union européenne, qui reconnaissent cela. Alors, on ne peut pas, le président public est logique dans sa logique, permettez-moi l'expression. Il est logique dans le sens que nous venons ici pour parler investissement, mais avant d'aller parler d'investissement, il faut qu'on se mette d'accord sur un préalable qui est la paix. Il faut que moi, avec mon voisin, et mes deux voisins, ce n'est pas seulement le Rwanda, parce que les soutiens au M23, ce n'est pas seulement le Rwanda, bien que c'est ces pays qui envoient des hommes en uniforme sur la terre congolaise, mais cette rébellion bénéficie aussi du soutien ougandais. C'est comme ça que le président public dit « Je n'ai jamais retenu, je n'ai pas de... » Il a utilisé une expression pour dire « Il n'a jamais eu de... » Un langage belliqueux. Un langage belliqueux à l'égard du Rwanda et de l'Ouganda. C'est juste pour dire que vous me faites la guerre, je peux venir en guerre contre vous parce que la République a tous les moyens pour venir en guerre contre ces pays. Nous en avons. Êtes-vous sûr? Nous en avons, Madame Betty. Nous avons le moyen. Madame Betty, la guerre n'est pas seulement d'avoir le moyen.
en termes de moyens, en termes de hommes, nous les avons. En termes de moyens matériels, nous en avons. Mais ici, le problème est que quand vous touchez le Rwanda est soutenu par toutes ces grandes puissances avec leurs entreprises multinationales. Si on attaque le Rwanda, il y a tous ces intérêts de multinationaux qui sont là-bas, qui risqueront d'être touchés. En conséquence, vous allez voir la Grande-Bretagne qui va s'élever, vous allez voir la France qui va s'élever, vous allez voir tous ces pays qui vont s'élever. Pourquoi? Parce qu'ils ont des intérêts, ils ont des investissements dans ces pays là-bas. Et c'est comme ça que le président public sait que s'il attaque le Rwanda aujourd'hui, ça ne serait pas une guerre contre la RDC et le Rwanda, mais ça sera une guerre contre la RDC et plusieurs autres pays. Ainsi, la guerre ne serait pas une guerre entre des pays. Ça serait une guerre entre la RDC contre plusieurs pays d'Afrique et de l'Europe. Ainsi, il faut être intelligent. Voilà pourquoi le président public gagne des terrains sans pour autant livrer une guerre avec des armes. Il gagne des terrains sur le plan diplomatique, il gagne des terrains sur le plan économique, il gagne des terrains de plus en plus. Vous allez voir, même la rébellion est en difficulté. En gagnant sur le plan diplomatique, ne pensez-vous pas, comme d'autres Quinois qui estiment que, en gagnant du terrain comme ça, sur le plan du respect, il perd justement ce respect-là envers ces petits pays qui est le Rwanda. Madame Betty, la RDC n'était pas respectée quelques années passées. Quand je dis respect, c'est-à-dire on doit compter sur vous. On doit vous appeler quand il y a un forum. On doit vous appeler quand il y a une grande rencontre. On doit s'intéresser à vous. Il y a quelques années passées, la RDC était toujours absente des grands rendez-vous. Là où il y avait des grandes décisions. Des grandes décisions du pays, du monde. La RDC était toujours absente. Et nous le savons que la place de la RDC, c'était des représentants des autres pays qui venaient au nom et pour le compte de la RDC. Le respect d'un pays, c'est lorsqu'on veut faire quelque chose et qu'on se dit on ne peut pas le faire sans pour autant que tel pays soit représenté. C'est ça le respect. Le respect ici, ce n'est pas un titre individuel, ce n'est pas la personne du président Félix, il s'agit de la République démocratique du Congo. Ces forums pouvaient se tenir sans la présence de la RDC. Mais nous avons vu qu'ils se sont dit on ne peut pas aller vers le pays de développement, on ne peut pas organiser un forum qui vise le pays en développement sans pour autant inviter la République démocratique du Congo. C'est ça le respect. De plus en plus, la RDC est en train de récupérer sa place qu'il a perdue. De plus en plus, nous sommes comptés parmi les pays avec lesquels il faut travailler. C'est ça le respect. Mais ici, pour revenir à ce que je disais tantôt, on ne peut pas aller vers les terrains de l'investissement, l'intérêt, les terrains de l'économie, sans pour autant résoudre le problème de la paix. Et le président public, toujours mal compris, toujours à critiquer, malheureusement mal compris. Vous savez, Madame Betty, quand par son propre peuple, en tout cas. Et surtout ça, vous allez voir, ces peuples qu'un ami, votre collègue, le journaliste Delphin Kabongo, je pense, Kassongo Kabongo, qui qualifie toujours peuple congolais de bonne qualité et congolais de mauvaise qualité. Vous allez voir des Congolais, avec toute légèreté, ils appuient le discours d'un monsieur qui est en train de tuer dans ce pays pendant 30 ans, un monsieur qui est en train de piller notre richesse, mais vous allez voir quelques Congolais de mauvaise qualité qui présentent le président public agenouillé devant Kagame, alors qu'il faut bien décortiquer les discours du président public. Il commence par établir la responsabilité du Rwanda dans le conflit que vit la République démocratique du Congo. Il a commencé par indexer le Rwanda ainsi que son président. C'était clair. En fait, il était en train de présenter la responsabilité du Rwanda quant à la guerre que vit la République démocratique du Congo, pour dire que si vous voulez que nous puissions parler de projets d'investissement, de projets de construction des infrastructures, il faut que moi et vous, nous puissions nous regarder en face pour dire il faut que ça s'arrête. On ne peut pas parler économie, on ne peut pas parler de tous ces projets s'il y a guerre. Et vous avez un rôle à jouer. Vous avez une responsabilité. Vous devez, nous regarder en face pour dire qu'il faut que ça s'arrête. Le Rwanda a été mis devant sa responsabilité. Aujourd'hui,
Maman Betty, si la RDC décide de dénoncer la guerre contre la République, Le Rwanda. rwandaise ou la République du Rwanda, nous aurons toutes les raisons possibles pour lancer cette guerre-là. Et nous en avons le moyen. Nous en avons le moyen. Nous avons tout le moyen possible pour lancer ces manœuvres. Nous en avons, nous sommes un peuple guerrier. Sauf que la guerre est coûteuse. Hein. Mais voilà, le président public choisit la bonne voie. La bonne voie ici, c'est la voie pacifique pour régler un conflit. Vous savez, l'expression « la paix des braves », c'est ce qu'il faut interpréter. Il ne suffit pas de dire que non, il sollicite la paix, il tend la main au Rwanda. Il parle de la paix des braves. Qu'est-ce que veut dire la paix des braves? La paix des braves veut dire une paix honorifique, une paix honorable, une paix, un règlement de conflit honorable. C'est tout simplement cela. Je veux régler ce conflit de manière responsable. Je veux te regarder en face pour te dire s'il y a un problème, mais regardons-nous en face et réglons-les. Il ne faut pas tuer des gens, des humains, il ne faut pas piller pour que demain, que nous puissions chercher peut-être à vous faire la guerre. Si ce n'est pas le président Félix qui fait la guerre, ça sera peut-être son prédécesseur. Ça sera peut-être nous, peuple congolais. Nous pouvons nous lever aujourd'hui pour dire ça suffit, nous voulons finir avec le Rwanda. Là, une autre question qui se pose dans l'opinion est celle de savoir est-ce que c'était l'endroit idéal pour parler de tout ça. Qu'est-ce que vous attendez par endroit idéal? Vous allez avoir la parole. Madame Betty, je commençais par vous dire, on parlait de l'économie, on parlait de l'investissement. On ne peut pas parler de ces choses s'il n'y a pas la paix. La paix est un préalable absolu, est un préalable pour l'investissement. Aucun investisseur, aucune entreprise sérieuse européenne peut venir au Congo si c'est qu'il y a la guerre ici. Ça, c'est vrai. Aucune entreprise. Alors, qui nous fait la guerre? C'est le Rwanda. Le Rwanda est présentement. Autant les entreprises européennes peuvent venir investir au Rwanda, autant ils peuvent venir investir en République démocratique du Congo, mais ils ne peuvent pas venir investir dans des pays alors que l'un fait la guerre à l'autre. Voilà. C'est pas correct. On doit nous regarder en face, régler ces problèmes-là. Les Européens qui sont derrière le Rwanda doivent couper. Vous voyez l'intelligence et la sagesse du président public. Il dit, j'avais un discours où je pouvais appeler aux sanctions. Et puis on sent que le président de la République sort de son discours. Sort de son discours parce qu'il s'est dit on ne peut pas parler de l'investissement sans pour autant résoudre le problème de la paix. Voilà. Et qui peut pousser le Rwanda à mettre fin à ces manœuvres, à ces bêtises? Il faut parler, il faut vraiment les qualifier. Ce sont des conneries, ce sont des bêtises. La vie humaine, on ne peut pas l'apprécier à tout ce qui se passe. Alors, le Rwanda doit arrêter. Si le Rwanda n'arrête pas, ceux qui sont derrière le Rwanda doivent arrêter de le soutenir. Donc, vous soutenez que c'était l'endroit idéal pour parler de ça, parce que ce sont les Européens qui soutiennent le Rwanda, parce que sans l'Europe, le Rwanda n'est rien. Voilà. Osé Kabamba, dans son discours, le président Tshisekedi a également évoqué, il a dit qu'il a la conviction d'offrir que la RDC, que la RDC peut offrir aujourd'hui la solution. D'après vous, quelles sont les solutions que peut apporter aujourd'hui la République démocratique du Congo? Déjà, avant même de répondre à cette question, à la question de savoir si c'était le cadre idéal, comme vous l'aviez posé à Maître Thierry, et moi je vous dirais, mais il était devant les décideurs mondiaux, c'était un forum international, il était devant l'Union européenne. Où même le bourreau de Rwanda était sur place. Il était devant le président du pays agresseur, il était devant les décideurs occidentaux, et je ne vois pas, en tout cas, outre la tribune des Nations Unies, je ne vois pas où est-ce que le président devrait parler de ces problèmes-là. Et c'était juste une parenthèse parce que Félix Tshisekedi est réparti de ces forums avec une enveloppe de 180 millions d'euros de financement de l'UE dans les secteurs tels que l'énergie, le transport et la biodiversité. Alors que le Rwanda a reçu on ne va pas négliger. Le Rwanda a également reçu un financement, mais à peu près la moitié de ce que la RDC a reçu. Mais plutôt pour le Rwanda, ce sont des investissements à hauteur de
95 millions d'euros, notamment dans le secteur médical, pour la production de vaccins, les innovations médicales. Alors, votre question, je l'ai un peu perdu de vue. Voilà, quelles sont les solutions que peut apporter mais déjà, tout le monde le sait, nous avons un grand... En tout cas, nous avons une grande diversité. Comment dire? Nous avons la forêt équatoriale, le deuxième poumon du monde. La RDC s'érige étant que pays solution dans ce qui concerne justement la pollution actuelle du globe terrestre. La RDC propose encore mieux, que ce soit dans le domaine de minerais stratégiques. Comme vous le savez tous, nous avons un pays, le sous-sol congolais regorge de minerais, en tout cas, exceptionnels. La RDC a, au-delà de tout ça, la RDC a également une population jeune. Une main-d'œuvre bon marché, abondante. En tout cas, c'est une aubaine pour les investisseurs européens. La RDC, sur tout le point de vue, s'érige comme étant un acteur majeur de l'économie mondiale. Mais le problème, comme on l'a soulevé tout à l'heure, c'est que là où règne la guerre, il n'y aura pas d'investisseurs. C'est compliqué. Il n'y aura pas d'investisseurs. Nous avons des espèces endémiques ici au Congo. Une petite parenthèse, ça va peut-être vous étonner. Il y a beaucoup de gens au monde qui ne connaissent pas qu'il existe un animal qui s'appelle l'okapi, ici en RDC. J'ai eu l'opportunité de discuter avec une Mexicaine qui confondait cet animal avec le zèbre, tantôt un girafe. Voilà. Nous avons beaucoup de spécificités, beaucoup de potentialités, mais que l'on peine à exploiter tout simplement parce que la situation sécuritaire n'est pas favorable et donc le climat des affaires n'est pas du tout attractif. D'où la démarche menée actuellement par l'exécutif national, évidemment avec en tête de file le chef de l'État, vise d'abord à instaurer ces climats de confiance à l'externe et mener de démarches justement pour atteindre cette paix qui va permettre à ce que les investisseurs viennent aisément investir ici. Osé Kabamba, on rentre, le président de la République est rentré avec 180 millions d'euros de financement dans plusieurs domaines. Pour soutenir l'énergie, le transport et consorts. Pensez-vous, avec cette enveloppe, même le projet Grand Inga aura également du soulagement? Je n'ai pas en tout cas le chiffre concret pour la finalisation de ces vastes projets, mais je ne pense pas que c'est suffisant. Mais c'est déjà un pas. Parce que, comme vous le saviez tous, la RDC était un vaste chantier. 180 millions d'euros ne représentent pas grand-chose à la hauteur de problèmes que regorge aujourd'hui la RDC. De travaux qu'on doit faire, parce qu'aujourd'hui, on doit quasiment tout refaire en termes des infrastructures, principalement routières, dans le Congo profond. Certes, c'est vrai, il y a déjà des travaux qui sont déjà en exécution, on a débuté ça et là, mais il reste quand même un très grand travail à faire. Ces 180 millions d'euros permettront justement donneront un coup de pouce à ce qui est déjà fait sur le terrain, mais ce n'est pas suffisant évidemment pour concrétiser tous ces projets. Voilà, ça va quand même donner un coup de pouce, bien que ça va pas... 180 millions d'euros, c'est pas 1 milliard quand même. Mais ça va quand même donner un coup de pouce. Ça peut donner un coup de pouce, oui, évidemment, parce que c'est quand même un financement important, mais cela ne peut pas suffire pour tous les projets. Voilà, Osé Kabamba, puisque je suis avec vous, on va prendre également le deuxième sujet qui est l'appréciation du franc congolais et c'est retomber sur le pouvoir d'achat de Congolais. On en parle encore parce que entre le samedi passé et aujourd'hui, en tout cas, entre la semaine passée et aujourd'hui, les dollars ne fait que fléchir, en tout cas. Comme le Congolais aime bien les dire, dollars, ils ont quitté. Mais à vrai dire, pour reprendre ce que disent les économistes, c'est le franc congolais qui s'apprécie face à la devise américaine, qui est principalement utilisée dans les transactions commerciales. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais justement, je vais prendre ce que disent les experts. Ensuite, on va commenter pour faire un débat intellectuel. Alors, le gouverneur de la BCC était passé dans une chaîne de la place. Dans un organe de presse de la place très connu. Il a expliqué tout ce qui s'est passé. Il a commencé à la jeunesse, comment est-ce que le franc congolais s'est vite déprécié lors de l'avènement du président de la République, c'était à la suite du programme des 100 jours. Ces programmes qui avaient nécessité une grande mobilisation de recettes et donc ils avaient touché à la réserve
de la Banque centrale. C'est ce qui a entraîné cette baisse. Ensuite, il y a eu l'épidémie de la Covid-19 et donc l'inflation était au niveau mondial, ce qui a conduit à la dépréciation du franc congolais et on a vu en tout cas les taux monter en flèche jusqu'à 2800 francs congolais pour $1. Alors actuellement, ce qui se passe, c'est que c'est une politique conjointe. Ça, c'est ce que le ministère de l'économie avait dit. C'était Mkoko Samba qui avait dit c'est à la suite de la politique conjointe entre la BCC et le gouvernement central. Mais nous avons vu étonnamment le gouverneur de la BCC dire que non, c'est à la suite de la politique monétaire de la BCC. En tout cas, c'est comme un trophée que chacun cherche en tout cas. C'est un peu la guerre que nous voyons entre le VPM du budget, le ministre des Finances. Celui du budget dit qu'on va mobiliser. Le ministre des Finances passe pour dire que non, le budget ne fait que tracer. C'est moi qui mobilise le recette. Bon, je pense qu'à un moment donné, on doit également apaiser un peu les tensions. Je sais que, comme on l'a dit, la victoire a mis père, la défaite, elle est orpheline, mais on doit quand même assez reconnaître que tout le monde mène des efforts. Alors, le constat sur le marché, c'est ce qui nous intéresse tous. Aujourd'hui, dollar est commis 2300, comme les Quinois le disent. 2300 déjà, sur le demain, marché, après-demain, ça sera 2300, 2300, mais sur le marché, l'objectif de Wameso, c'est d'atteindre justement 1900 quelque chose. Exactement, et nous sommes bien partis pour atteindre, et moi je vous dis, n'attendez pas à ce que le franc congolais s'est déprécié encore. Donc le taux d'échange, comme on a l'habitude de le dire à Kinshasa, va continuer à baisser. En tout cas, le député Godin Poyi ne dira pas la même chose que vous, hein, aux Ekabamba. Godin Poyi, en tout cas, je le respecte, c'est un grand professeur, il fut président de l'APK. C'est un grand économiste également. Un grand économiste, mais il y a également des économistes comme lui, comme celui qui est à la tête de la BCC, qui a en tout cas des avis contraires par rapport à Godin Poyi. Je n'entre pas dans ces débats de qui est qui, mais moi je regarde le fait sur le marché. Sur le marché, c'est fragile, on observe c'est provisoire. Fragile, provisoire, artificiel, ce sont des mots qui n'engagent que Godin Poyi, dont je ne remets pas en cause les qualités. Mais ce sont des mots qui n'engagent que Godin Poyi et je ne peux pas, intellectuel que je suis, adhérer à ce que dit une tierce personne si en tout cas je juge que pour moi en tout cas ça n'a aucun sens. Justement, allez-y, l'appréciation aujourd'hui, comment vivre justement cette appréciation du franc congolais sur le terrain? Il y a quand même un petit souci. Le produit, les denrées alimentaires, les produits de première nécessité ne suivent pas. C'est vrai, on signale quelques baisses de prix, ça et là. Il y a le carburant qui a été revu à la baisse. On a baissé le carburant de 10%, ce qui devrait en principe entraîner des conséquences bénéfiques pour le Congolais. C'est-à-dire on devrait aujourd'hui même essayer de réfléchir pour y voir à la baisse le tarif de transport en commun, chose en tout cas j'espère qu'il sera fait. Jusque-là, il n'y a rien. Jusque-là, en tout cas, il y a rien. Le produit sur le marché, on sent quand même une petite résistance des opérateurs économiques. Pourquoi? On ne le sait pas. Les produits baissent au ralenti. On signale quelques baisses. On a vu le pain avec le Grand Moulin de Kinshasa qui a baissé le pain baguette de 500 à 400 francs congolais. On a vu l'annonce du ministère de l'économie par rapport à la baisse du prix du carburant qui a perdu environ 300 francs congolais. C'est énorme, évidemment. Mais il y a tout un tas de choses. Je vois des gens spéculer autour de baisses, mais personnellement, je n'ai pas encore eu le temps d'aller dans le marché pour vérifier cela. Mais moi, c'est que moi, je m'aimerais justement que le gouvernement fasse, et il est déjà en train de le faire. Vous allez le dire tantôt. Ben, voilà, on va d'abord passer la parole à M. Thierry Kabasou-Babo. Maître Thierry, il y a aujourd'hui l'appréciation du franc congolais, mais comment vivre cela dans le quotidien des Congolais, cette appréciation? Que faire pour vivre cela, cette appréciation dans le quotidien? Madame Betty, je vais commencer de là où allez-y, Maître Kabasou-Babo. C'est que... On va couper la parole. Vous savez, je reprends une partie de mots que le ministre de l'économie, Mkoko Samba, dit. Vous savez, notre économie suit le mouvement du prix du carburant. C'est-à-dire, si aujourd'hui le prix du carburant baisse, il y a un effet d'entraînement. C'est-à-dire, si le coût du carburant à la pompe baisse, ça entraîne le prix de transport. Si le prix du transport baisse, ça entraîne le prix du marché sur le terrain. Parce que très souvent,
le prix est revu en hausse lorsque le prix du carburant monte et lorsque les transports montent. Et généralement, nous avons une économie comme ça. Une économie qui dépend d'un marché ou d'un secteur. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'il a commencé par insister. Insister par le fait qu'il a écrit à tous les opérateurs qui opèrent, les sociétés qui opèrent dans les secteurs du transport, de l'exploitation du carburant, pour revoir en baisse le prix, qui aura pour effet d'entraîner les autres prix sur les marchés. Le prix du transport. Alors, c'est ce que nous sommes en train d'attendre l'effectivité. Parce que malheureusement, c'est ces constats que je fais. C'est les ministres de l'économie qui le font. C'est vrai, c'est là ressort de ces attributions, mais ça devait être l'impulsion donnée par les ministres des transports. Des hydrocarbures. Des hydrocarbures d'abord. C'est lui, parce que c'est lui on devait sentir que lui aussi, elle monte au créneau, elle aussi, elle appelle parce que c'est elle qui gère ce secteur-là directement. On ne la sent pas, Madame Betty. On ne la sent pas. Et surtout qu'elle est dans des dossiers compliqués ces derniers temps. On ne la sent pas. C'est son domaine, parce qu'on sait que notre économie dépend essentiellement du prix du carburant à la pompe. Alors, c'était à lui de s'élever. C'était à elle plutôt de s'élever conjointement avec son collègue de l'économie pour voir comment, de manière interministérielle, appeler ces opérateurs pour réfléchir comment suivre l'évolution de l'appréciation du franc congolais par rapport au dollar. Mais on ne la sent pas. Elle est presque disparue. Nous savons bien que la question du prix relève des attributions du ministre de l'économie, mais ça touche à un secteur qui relève également de ces départements ministériels qui est le ministère des hydrocarbures. Il devait quand même s'élever. C'était à elle de pousser ces opérateurs qui dirigent directement. Et surtout qu'à ces derniers temps, on sent un peu de la peur au sein de nos stations. Vous allez voir, il n'y a que un seul pompe qui est en mouvement, les autres enfermés, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On sait tous qu'au début, c'est toujours comme ça. Les opérateurs de ces secteurs sont un peu capricieux. Justement, c'est là où elle devait s'élever. C'était à ce niveau qu'elle devait s'élever. Parce que le ministère du Prix peut arrêter. Comme il a dit, nous l'avions suivi, il a écrit. Il a ordonné au secrétaire général de notifier à tous ses opérateurs. Ça, il a écrit, le ministère du Prix avec ses services, ils vont suivre l'évolution de ces prix. Mais le plus grande sanction ou la contrainte devait venir du ministère sectoriel. On devait la sentir en action, on devait sentir ses services pour accompagner, parce que la décision qui est prise pour faire baisser le prix d'un litre à la pompe, ce n'est pas une décision qui est prise unilatéralement par le ministre de l'économie. C'est une décision, je pense, qui a été prise au niveau du conseil des ministres. Et participe à ces conseils-là. Elle sait que c'était l'option qui devait être élevée et devait accompagner son collègue. On devait voir une synergie d'action pour permettre à ce qu'on sente que l'État, l'exécutif, est en train de s'imposer pour permettre au marché de sentir les efforts qui est fait par les efforts conjoints, même si le gouverneur de la banque a voulu s'approprier le mérite de ces efforts, mais nous savons que c'est une politique qui est accompagnée, parce que c'est quoi la conséquence? Lorsque la Banque centrale, dans ses attributions, applique sa politique, cette politique ne doit pas rester orpheline, s'il faut le dire comme ça. Elle doit être suivie des mesures d'exécution. Or, les mesures d'exécution ici, c'est le gouvernement, l'exécutif qui doivent accompagner à ce que les mesures prises par la Banque centrale soient suivies des mesures pratiques, en sorte que la population puisse sentir les retombées de ces. Maître Kabasou-Babou, déjà, la grille existentielle, la grille qui existe, n'a jamais été respectée par nos chauffeurs à Kinshasa. Aujourd'hui, que les francs congolais continuent à s'apprécier, comment faire justement pour que, quelles mesures prendre par le gouvernement pour faire respecter justement, ne serait-ce que
la grille tarifaire de l'autre fois, parce qu'il faut encore revoir encore à la baisse, parce que le dollar ne fait que, le franc congolais ne fait que s'apprécier. Madame Betty, c'est ici que je prends l'occasion d'encourager le ministre Moukoko Samba. Vous savez, ce monsieur, il est arrivé à ses ministères. Dans les 100 premiers jours, nous sommes déjà en train de voir des décisions qu'il prend. On les sent déjà. On les sent. C'est même ça, le management. Un manager, quand vous arrivez quelque part, dans les 100 premiers jours, vous devez prendre 2 décisions qui impactent votre arrivée. On doit sentir que vous êtes là. Différemment de Madame Akassia, je ne suis pas en train de l'attaquer personnellement, mais seulement ici, je trouve que il n'est pas peut-être bien accompagné, il n'a pas peut-être une bonne équipe qui l'aide à faire ce travail comme il faut. Le problème ici, ça ne doit pas être un travail qui doit être laissé à une seule personne ou à un seul département ministériel. Ça doit être un concours d'efforts. Même au niveau provincial. Exactement. Ça doit être un concours d'efforts. Parce que le prix de transport est fixé au niveau provincial. On doit sentir la présence de l'autorité de l'État. L'autorité de l'État doit reprendre sa place. Parce que si une décision est prise, qui doit exécuter? Ce n'est pas le ministre lui-même. Il y a plusieurs services qui entrent en concours pour exécuter. Alors là, il faudrait qu'on sente qu'il y a l'appareil exécutif travaille en concours. Il faut qu'on sente que chaque service vient en apport. Ça ne doit pas être comme si quelque chose qu'on dit que bon, si nous accompagnons ces mesures, c'est telle personne qui serait plus mise sous projecteur. Non, ici il s'agit d'une question de l'État. Il s'agit ici de la vie d'une nation. Il s'agit ici de l'action du gouvernement qui doit être appréciée à tout niveau. À tout niveau. Et il est important que tous les services puissent accompagner. Tous les services ici, il s'agit du ministère de l'économie à travers ses différents services. Il s'agit ici du ministère des hydrocarbures. Il s'agit ici même il s'agit ici même le ministère du transport avec Jean-Pierre Bemba. Il s'agit ici du commerce. Et quasi inexistant, on ne le sent pas. Vous allez prendre la parole, maître Terre. Bon, je suis déjà même en train de finir de citer là. Et pour dire qu'il faut qu'il y ait le concours de tous les ministères qui travaillent dans les secteurs de l'économie. Parce que quand on dit économie, c'est plusieurs secteurs, chacun dans son domaine, des spécificités, doit accompagner les efforts de façon que ces efforts soient ressentis ou les retombées soient vécues par la population. Excusez-moi, Madame Betty, déjà, voilà, je vous repose d'ailleurs la même, justement, je vous repose d'ailleurs la même question. Oui, la grille tarifaire qui existe déjà peine à être respectée sur le terrain. Elle n'a jamais été respectée. Et aujourd'hui que l'appréciation du franc congolais continue son bonhomme de chemin, comment faire ou que doit faire le gouvernement, justement, national que provincial, pour qu'on respecte justement les fils que la grille elle est tarifaire pertinente, passée. évidemment, Betty Tanfoumou, mais j'aimerais quand même reprendre un peu là où Maître Thierry s'était un peu arrêté en disant qu'il ne sont pas la ministre des hydrocarbures, évidemment, mais je ne pense pas que tout ce qu'a fait le ministre Moukoko Samba, si ce sont des décisions qui ont été prises lors du conseil de ministres, évidemment que la ministre sectorielle était associée, ou plutôt est associée à chaque niveau. Lorsqu'il s'agit de problèmes qui concernent les opérateurs pétroliers, en tout cas... L'approvisionnement... La ministre des hydrocarbures y est pour quelque chose, bien évidemment. On laisse cette préséance au VPM en charge de l'économie nationale qui mène justement la politique économique du pays. Alors pour revenir... Êtes-vous sûr qu'elle est pour quelque chose également? Lorsqu'on parle des hydrocarbures, Moukoko Samba va traiter avec le ministre de l'énergie? Non, je ne pense pas. Il ne va traiter de ces problèmes qu'avec la ministre des hydrocarbures. Il y a des choses que nous voyons, comme on l'a dit, je le disais tout à l'heure, on voit Moukoko Samba apparaître, mais derrière, il y a toute une batterie de décisions, il y a toute une équipe qui l'accompagne, y compris la ministre des hydrocarbures. Et je pense donc, en ces moments, qu'ils sont en train de voir comment est-ce qu'ils vont faire pour à la question de grille tarifaire. On revient un peu à cette problématique. C'est une question, en tout cas, le secteur du transport, c'est un secteur où je m'investis beaucoup.
La grille tarifaire actuelle. C'est votre secteur d'ailleurs ici ouais. à Ecofin Télévision. La grille tarifaire actuelle n'est pas du tout une nouvelle grille. Ça va vous choquer, mais c'est la grille qui a été laissée par l'ancien gouverneur. Jean-Tini Ngobila. Pourquoi est-ce qu'on avait jugé bon de reconduire cette même grille tarifaire? Parce que le carburant, son prix récent, n'était pas en deçà du prix du carburant lorsqu'on avait élaboré la grille tarifaire, c'était en 2023. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a reconduit cette grille tarifaire. Et c'est que c'est passé quoi? Là où vous voyez sur la grille, on vous a dit les trajets c'est à 1000 francs. À vrai dire, les trajets c'est autour de 800, 900 francs. Mais il y a un problème de la monnaie divisionnaire. C'est que les Quinois vous appellent les petites coupures. Comme ça pose problème sur le marché, les 50 francs, les 200 francs, le billet de 50 et les 200 francs sont souvent difficiles à trouver. Ça, on les constate tous, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait? On va arrondir, il ne faut pas dire majorer, voilà, mais on arrondit. Voilà, c'est le mot qui convient. Au sein de cette commission tarifaire, il y a le ministre provincial de Finances, il y a le ministre provincial de Transport, ainsi que les associations de chauffeurs, ASECO, la Synergie et consorts. Ils sont tous là. Et donc, on arrondit. Et puis, à la fin, on discute, on débat, on délibère. Et c'est les gouverneurs, tels que là, récemment, c'était Daniel Bumba qui avait publié cela en janvier, je crois, en début de cette année, voilà. Mais sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Dans la pratique, il n'y a pas de suivi. Là, je m'adresse au ministre Bob Amisso, parce que la grille tarifaire ne concerne que la province de Kinshasa. Ce n'est pas à Jean-Pierre Bemba de le faire, mais c'est au ministre provincial de chercher à faire appliquer cela. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit qu'il y a des agents qui sont en formation. Après la publication de la grille tarifaire, ils vont descendre sur le terrain pour les contrôles. La formation a beaucoup pris du temps. Hein? On a vu des agents être formés pour contrôler, pour vérifier le permis, s'il y a de faux permis en circulation ou pas. Il y avait quand même des contrôles de permis. On a vu des points où le véhicule était à chaque fois... Ça également, on l'a pas senti, le contrôle des permis là. Bon, ça c'est une autre affaire. Mais si on ne l'a pas vraiment senti et qu'on en a quand même senti, les contrôles de prix du respect de la grille tarifaire n'a jamais été fait. N'a jamais été fait à Kinshasa. Aucune fois. Aucune fois, je dis bien. Là où un Quinois doit payer 1000 francs congolais, aujourd'hui, les Quinois payent 2000 francs au vu et au su de toutes les 4000 francs même. Et le ministre provincial en est pleinement conscient. Et qu'est-ce qu'il fait pendant ces temps? On le voit descendre dans le parking pour essayer de mobiliser, beau parquer bien. Oui, c'est bien. Mais lorsqu'on parle du quotidien de il est en train de leur supplier même. Oui, non, ça, non, il ne les supplie pas, il ne les dorlote pas, évidemment. On alerte, on édique, et puis après, on punit. Il faut d'abord commencer par imprégner, en tout cas aux chauffeurs quinois, cette bonne moralité. Mais ça prendra combien de temps aux Ekabamba? Dans l'entretemps, l'appréciation continue. L'appréciation continue, certes, mais la grille tarifaire doit encore être revue, mais déjà, la première n'est pas grille tarifaire, moi je vous dis sincèrement sur ces plateaux, hier j'étais avec... Hier je pris langue. Le problème n'est même pas de réviser. Les problèmes là actuellement, pour nous les Quinois, si on respecte d'abord la grille qui est là, on ne va pas payer de sommes colossales telles qu'on le paie aujourd'hui. Le vrai problème, c'est qu'on n'a jamais respecté une grille tarifaire ici. Et si on se met d'abord à respecter l'ancienne grille, ensuite, on va réunir encore une fois de plus la commission tarifaire pour établir une nouvelle grille. Étant donné que l'ancienne grille n'a jamais été respectée, comment voulez-vous qu'on passe des grilles en grille sans pour autant qu'on respecte cela? Ça rime à quoi? On se joue de qui? C'est compliqué. Il y a un ministre provincial qui est là. On ne les sent pas. Bob Amisso. On ne les sent pas, il faut le dire. Il est perdu en tout cas. Les sociales de Quinois, ce n'est pas seulement les denrées alimentaires. Les sociales des Quinois sortent tout le jour. Vous savez, comme on l'a dit ici, les Quinois vivent au taux du jour. Tout le monde, pratiquement, sort tout le jour à Kinshasa pour aller chercher quelque chose. D'ailleurs, même sur le prix des aliments, là, ça dépendra également du transport. Ça dépend aussi du coût du transport. Et donc, j'appelle le ministre provincial en charge du transport de la ville provinciale de Kinshasa de prendre ses responsabilités. Monsieur le ministre, il y a une grille. En tout cas, assurez-vous à ce que cette grille soit respectée. Aujourd'hui, les chauffeurs évoquent 1001 raisons. Le cas des motards, vous avez, vous aviez dit qu'il y aurait une commission tarifaire pour établir une grille de tarifs pour le moto-taxi à Kinshasa. Jusqu'à aujourd'hui, ça reste lettre morte.
En tout cas, ça, c'est une interpellation au ministre provincial du Transport. Le destin est entre vos mains, en tout cas. C'est le moment de jouer un grand rôle dans ce que nous appelons les sociales, surtout en particulier des Quinois. Le prix du transport en commun, essayer de faire respecter la grille tarifaire en vigueur. Et les Quinois vont sentir, c'est là, je vous dis, madame. Maître Kabassou Babo, le chauffeur aujourd'hui vous dira également, si vous leur dites que non, Mbongwe et Komis et Zokita, Abinopebo Kitisa, ils vous diront l'état de la route ne nous permet pas, et le prix du carburant. Les embouteillages ne nous permettent pas non plus excusez-moi, 2 minutes, nos 30 prix secondes, juste à la baisse. 30 secondes pour donner peut-être un élément à Maître Thierry. Allez-y. Lorsque le carburant chute de 10%, on est appelé à revoir à la baisse le prix du transport. Donc, tout ce que le chauffeur va évoquer est-ce que ça se fera de manière automatique ou il y a des mécanismes ou des procédures à suivre justement pour qu'il y ait... On doit réunir la commission tarifaire, c'est-à-dire le ministre provincial de Finances, convoqué par la ministre provinciale de Finances, parce que c'est une dame, Yvette Thémo. Il y aura dans cette commission-là, elle sera avec le ministre provincial de Transport, puisqu'il s'agit bien de son secteur, et il y aura également les associations de chauffeurs, ASECO, Mopila, Synergie, tous autour d'une même table, ainsi que ceux de consommateurs. Ils vont réfléchir sur la nouvelle structure de prix de transport en commun à Kinshasa. Maître Kabassou Babo, que faire ou quels sont les langages justement à donner au gouvernement pour que ceux qui sont dans le secteur de transport, c'est-à-dire nos chauffeurs et consorts, ne soulèvent pas ou ne brandissent pas justement la question des embouteillages ou encore de l'état de nos routes à Kinshasa. Madame Betty, je n'aimerais pas répéter ce que... La loi est dure, mais c'est la loi, vous êtes... Je n'aimerais pas répéter ce que Osé a dit, et de belles manières d'ailleurs. Ici, il se pose un problème de rééducation aussi de nos concitoyens. Surtout, la plupart de nos amis qui exercent le commerce de moto, ils n'ont pas l'éducation. Permettez-moi... Attention, pas et tous en tout cas. Hein. Non, je dis bien dit la plupart, c'est-à-dire ici... Quelques-uns. Ils n'ont pas la notion, ils n'ont pas le civisme routier. J'ai cherché le terme. J'ai cherché pourquoi, je sais pourquoi Osé est en train de rire. Mais en fait, moi, je suis le directeur, je suis le responsable d'une société civile qui milite pour le civisme. Et le vrai problème du Congo... Vous n'avez pas été mis à partie pour la réussite justement pour la réussite justement des mesures que prend aujourd'hui l'État congolais. Malheureusement, vous savez comment ça s'est fait. On sélectionne des manières que vous connaissez. Je suis le manager, le directeur général, s'il faut le dire comme ça, de Kiwitas Association. Kiwitas, déjà par les mots, vous comprenez qu'il s'agit bien du civisme que nous prônons dans notre association. Et ici, l'une des choses que nous devons combattre, s'il faut, c'est l'incivisme routier dans les chefs de nos amis qui conduisent surtout plus les motos. On ne peut pas parler de l'embouteillage si tout le monde respectait ce que veut le code de la route. Pourquoi il y a embouteillage? Très généralement, c'est parce que les conducteurs de moto et les conducteurs de taxi ne respectent pas. Là, il faut s'arrêter, ils veulent faire de mauvais dépassements, ils font de mauvais stationnements. Et toutes ces choses-là concourent à ce que nous puissions assister aujourd'hui à ces embouteillages que nous déplorons tous. Alors, le problème vient d'où? De l'absence de l'État, de l'autorité de l'État et de l'incivisme caractérisé à tous les niveaux. Et les motards ainsi que les chauffeurs de taxi le manifestent de leur manière parce qu'ils se disent peut-être que si au sommet il y a de l'incivisme, c'est que c'est normal aussi qu'à leur niveau qu'on puisse vivre ça. Mais Madame Betty, ici nous insistons. Le prix ou le respect de la grille tarifaire en ce qui concerne le prix des transports est conséquentiel du prix du carburant à la pompe. Il faut que nous puissions ici, le ministre Mokoko Samba, avec sa collègue, je suis désolé de citer encore cette dame, Acacia, je suis désolé, vous savez pourquoi? J'étais ici sur ces plateaux quand j'ai relevé à l'époque
qu'elle a pris lorsqu'elle était ministre des Affaires françaises, un françaises. arrêté qui crée problème jusqu'aujourd'hui. Je l'ai relevé ici, en face il y avait Tony qui était de son avis, mais je n'étais pas d'accord avec cet arrêté, je l'ai critiqué et cet arrêté continue de poser problème. Elle est mal entourée, malheureusement, et encore aujourd'hui, il est dans un autre secteur, mais on sent comme si elle est toujours mal entourée. Pourquoi? Voilà. Vous êtes le directeur des Curitas, puisqu'il s'agirait également du civisme. Est-ce que vous serez prêt pour prêter main forte justement au gouvernement? Nous sommes là, Curitas existe depuis plusieurs années. Nous avons mené plusieurs actions pour sensibiliser au civisme politique, et au civisme environnemental, au civisme économique. Nous avons fait plusieurs ateliers avec plusieurs autorités de ces pays. S'ils nous appellent, nous pouvons accompagner. Accompagner. Ici, nous appelons qu'elle s'élève. Parce que rapidement, très rapidement, vous avez appris ce qui se passe aujourd'hui avec les pétroliers. Avec la subvention de l'État congolais, où Mokoko Samba a repéré plus ou moins la redevance, plus ou moins, il y a plus ou moins 200 quelques millions qui sortent pour subvenir les opérateurs qui opèrent dans son secteur du carburant. Mais en réalité, il y a même des opérateurs fictifs. Voilà. Ça, c'est un autre problème, ça, c'est notre dossier. Osé Kabamba va souffrir qu'on ne le donne plus la parole, la dernière parole, en tout cas, faute de temps. Là, nous voyons déjà avoir 10 secondes pour placer un petit mot. Le programme de Ecofin Télévision qui nous signale déjà que nous avons pleinement ou terminé notre temps. Osé Kabamba, c'est impossible. En tout cas, le directeur est debout. En tout cas, je ne saurais plus vous donner la parole. Mesdames et messieurs, c'était Décrypte Éco. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement.